Moi, j'ai Ouais, envie de data, tu vois. Là, j'ai faim ouais. de data. Est-ce que ce serait Sunshine. pas ouais, 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 ce serait pas le moment d'inviter Marc, notre bon vieux Marc? Marc? Ouais, Mhm. notre invité de Marc. Ouais, oui, c'est vrai. Notre Allez, petit et j'introduis Basile. Crypto Sapiens aujourd'hui, messieurs, dames, faites Allez. du bruit. Let's go! Bonjour Ouais, Sapiens. salut. Hello, hello, hello. Comment ça va? Ça a l'air Bah, de ça péter la va, forme, en tout cas chez vous. Ah ouais. Moi, je crois qu'il y toujours. en a un qui a trop dormi Tout ou pas, bien? c'est un des deux. Il y a forcément un des deux. Bon, Adrien, Moi, bonjour. Joe m'a dit, t'as de la data. Ah bah ça. j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Et à Putain. la fois, il y a quand même pas mal de data, tu vois, qui depuis notre dernier live, qui date quand même depuis plusieurs semaines, où Mhm. finalement, il y a quand même pas mal de choses qui se tramaient en coulisses à cette époque-là, qui commencent finalement à se réveiller que maintenant. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Plutôt intéressant. Donc, Ok. moi, ce que je vous propose, c'est que je vous partage mon écran et qu'on va quand même regarder ce qui se passe au niveau de ces Bah, data cool. pures. Bah, bien sûr, allons-y, Et allons-y. yes, yes, allez, c'est Et désolé parti. pour mon micro qui sature, promis, j'arrête de gueuler. Mais t'as pas acheté le Euh, micro que je t'ai conseillé. Un peu bizarre. Et non. et non. Même pas. Et non. Ah, Non, mais Moi, faut je peut-être l'ai. juste que j'arrête de gueuler à 3 centimètres du micro, c'est peut-être genre une solution. Mhm. Peut-être, hein. ouais. Ouais. Allez, Est-ce que vous hop, voyez bien Crypto mon Sapiens. écran, les gars? Ouais. Ouais, Waouh. nickel. C'est Ok. trop. Est-ce que vous connaissez tous un peu enfin, vous connaissez sûrement le Wall Street cheat sheet, comme ils aiment bien l'appeler. Vous savez, Pas du tout. ce fameux petit graphique qui nous montre un peu, en fonction de l'action du prix, la peur sur le marché. Celui-là, vous l'avez déjà sûrement Ah oui. vu Oui, un oui, peu oui. partout. Voilà, très bien. Sauf qu'ici, en fait, je vais vous le présenter sous une autre forme. Cette fois, il est de façon circulaire et en fait, il va prendre, si vous voulez, tous les cycles qui s'est passé sur Bitcoin depuis sa création. Et moi, l'objectif à travers ce graphe, c'était vraiment essayer de vous montrer, en tout cas pour ceux qui croient à la cyclicité du Bitcoin et du cycle des crypto-monnaies depuis, en tout cas, qu'ils existent depuis 2009, on remarque bien que, bah, mine de rien, ça se répète quand même un peu. Donc, si on est vraiment là où l'on devrait être, on devrait commencer à arriver dans la fameuse phase d'optimisme, donc vraiment en fait celle qui arrive par rapport à ce cheat sheet qui est assez connu à peu près par ici. Après en fait, mine de rien, peut-être 6 mois de consolidation dans ces zones-là. Et ce qui est Mhm. assez intéressant, pardon, c'est de voir que depuis en fait que donc c'est Root, qui est un analyste on-chain anglo-saxon qui l'a mis en place, on voit que bah, depuis sa création de ce cheat sheet-là spécial on-chain, on voit que ça a toujours un peu respecté finalement les cycles classiques d'optimisme, de croyance, d'euphorie, etc., de déni, de panique et de capitulation. Et on voit que bah, si on s'en suit à ce qui s'est passé dans le passé, on voit que cette phase d'euphorie, en tout cas, on devrait commencer à tendre vers elle petit à petit et que finalement, potentiellement, vers le dernier trimestre 2025, potentiellement avoir ce fameux ATH, un nouvel ATH, on espérerait avoir beaucoup plus haut que les niveaux de prix qu'on voit actuellement. Et que, bah voilà, ça dépend vraiment de ce que l'on croit. Ça dépend vraiment si on a envie d'y croire ou pas, puisqu'on a vu que on a déjà eu des phases assez chaudes, en tout cas entre les phases de doute et d'espoir, où on a eu ce nouvel ATH porté par les ETF, et que finalement on a eu cette phase de calme qu'on voit ici, comme bah, cette sorte de cyclicité se répète, et que potentiellement, bah, écoutez, sur ce dernier trimestre et sur tout 2025, on devrait avoir des phases assez intéressantes, en tout cas pas mal de volatilité qui se profile à l'horizon. Ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est justement par rapport à notre fameux bottom qu'on a eu donc en 2022, justement pour essayer de corroborer un peu ce que je vous montre, c'est de voir qu'au niveau cyclicité, on est pile poil là où on devrait être. Donc nous, on est la courbe rouge, je ne sais pas si vous distinguez bien justement ici, Mhm. par rapport aux Ouais. deux autres cycles, donc en jaune 2017 et en orange 2021. On voit que si on traçait une ligne droite sans s'occuper un peu de la volatilité qu'il y a eu entre les deux, on voit qu'on est pile poil là où il faut. Et que mine de rien, bah, comme vous le voyez, on est, selon ce graphique évidemment, encore une fois c'est de la cyclicité, il faut que ça se confirme, il faut qu'on puisse y croire, on voit qu'on est à quelques jours seulement de vraiment une explosion à la hausse. Et voilà, ça c'est un peu de l'opium pur, brut, j'ai même envie de vous dire, puisque finalement c'est, encore une fois là on se base sur ce qui s'est déroulé dans le passé. Maintenant, on va voir si ça va se faire, mais est-ce que vous y croyez? En tout cas, dans le stream, dans le chat, c'est aussi à vous de me dire, puisque forcément, ce sont des choses qui sont à vérifier, qui sont à confirmer. Je ne sais pas si vous y croyez, Joe et Tom, mais en tout cas, de mon côté, je me Bah, dis pourquoi pas. bah là, On si a tu veux, traversé genre un peu toutes les j'ai, phases. Hein, si Mhm. tu veux, j'ai la carte bancaire là, tu vois, qui est littéralement à ma droite. Je suis à deux doigts de poser tout ce qui me reste.
Donc, donc hésite pas à donner plus d'infos. Peut-être que je peux rapprocher ma main de la carte bancaire vraiment rapidement, quoi. Avec plus de data, j'attends vraiment la fin de la presse et il y aura peut-être une réaction humaine de mon côté. Mais je laisse Joe Voilà. peut-être développer un peu Moi, de son côté. ouais, moi j'ai une question. Bon, évidemment, moi je crois à 100%. En fait, plus les gens doutent du cycle, j'y crois. Et les gens doutent encore trop, je trouve. Par contre, si tu regardes tes deux graphiques que tu nous as montrés là, c'est-à-dire celui-là et l'autre, en fait, on a à Ouais. chaque fois un dump en cours de cycle. Là, pareil, tu vois la zone rouge avant l'euphorie, avant le trill même. Yes. Voilà, c'est les deux zones rouges. Et Ici à peu moi, près. c'est ce que je m'attends, tu vois, pour décembre. Bon, on va se projeter loin, hein, mais en général, en décembre, on a toujours une phase où les entreprises TP, de toute façon, TP pour payer leurs taxes, tout ça. Puis les gens partent en vacances, il y a Noël, il y a les cadeaux, tout ça. Et moi, je m'attends à ce qu'on monte. Et en décembre, tu vois, on corrige un peu jusqu'à le début d'année. Je sais pas si toi, tu vois Ok. ça souvent ou pas. Donc toi, tu prévois plutôt un ATH là dans les semaines qui arrivent, et après justement Mhm. une petite accalmie au niveau de décembre, c'est ça? Exactement. Ok, C'est c'est ça. assez Mais je intéressant sais pas, de. je sais pas si tu vois ça Écoute, sur on-chain, quoi. ça pourrait. Bah, Mhm. justement, parce que je comptais en parler parce qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui commencent à se dire qu'on va avoir un nouvel ATH dans les jours qui arrivent. D'autres Mhm. puisque mine de rien, d'ici une vingtaine de jours, on a les élections US. Je crois que c'est le 5 novembre, c'est ça? On a Oui. beaucoup de gens qui se disent justement qu'on va plutôt stagner là sur ces niveaux-là pendant quelques temps. D'autres personnes qui vont dire qu'on a besoin d'une autre correction aussi, parce qu'il y a eu il y a des éléments qui nous montrent que, bah voilà, il y a eu pas mal de prises de profit, mais ça, on va en parler après. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une sorte de, évidemment, il y a jamais une sorte de vérité absolue, mais il y a vraiment pas mal de personnes qui se posent ce genre de questions-là. Déjà, la première chose qui est à relever et qui est plutôt pas mal, c'est que, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle hausse dans ce sens-là, c'est vrai qu'on est revenu en territoire bullish, entre guillemets, dans le sens où toutes ces zones en vert que vous voyez là, c'est justement, bah voilà, ça a commencé à partir de mi-octobre et ça a duré jusqu'à peu près juin, voilà, à peu près, où on était vraiment, en fait, si vous voulez, sur des niveaux de prix qui respectaient la logique d'un cycle haussier, c'est-à-dire qu'on était vraiment, là je vais parler un peu technique, mais du coup on était au-dessus de certains coûts moyens d'acquisition ou de zones de prix, en fait, qui correspondaient à des supports primordiaux qu'il faut qu'on respecte dans un cycle haussier. À chaque fois qu'on est en dessous, comme on le voit dans ces phases-là, donc en fait c'est un peu les lignes en pointillés, sans rentrer dans le détail, mais en gros, dès qu'on est en dessous de ces certains niveaux de prix, c'est vrai que sur du court moyen terme, on pourrait remettre un peu en cause la tendance du cycle. Là, on voit que forcément, on a eu, en fait, ça fait 3 mois et demi qu'on fait le yo-yo entre bullish, puis on repasse en tendance baissière, bullish, baissière, etc. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va essayer de voir si on arrive à se maintenir au-dessus de ces niveaux-là, qui sont à peu près aux alentours des 63 500 $. Pour l'instant, on est bien au-dessus, mais encore une fois, il faudrait voir si on arrive à les tenir. Et par rapport à ce que tu as dit, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce qui pourrait nous pousser à faire comment dire, un plus haut dès maintenant, enfin dès les semaines qui arrivent, ou justement est-ce que potentiellement, tu vois, il y a déjà une sorte de mini surchauffe qui s'est créée et que potentiellement il faudrait attendre encore quelques semaines, voire 1 ou 2 mois avant que tout puisse redécoller. Donc ce qui est intéressant, Ouais, mais c'était de voir justement, vas-y. non, je disais juste pour revenir sur ta charte avant que tu passes à une autre, si tu regardes, à chaque fois qu'il Yes. passe la zone de coût d'acquisition, ça pump Yes. énormément. J'ai l'impression que c'est des grosses bougies à chaque fois. Tu vois, genre c'est vrai que ouais. Quand ça part, ça part. quoi, l'exemple j'ai l'impression. classique, ouais, voilà, c'est vrai. En fait, il y a eu, comment dire, juste ces 3 derniers mois, par contre, où, comme tu le vois, en fait, à chaque fois, c'est un peu des sortes de fausses entrées, justement, au-dessus de ce coût Ouais. d'acquisition moyen des détenteurs à court terme. Sauf que là, en fait, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle bougie, justement. Ouais, voilà, on est vraiment passé au-dessus. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu, justement, en octobre, ou encore, si on revient un peu en arrière, juste après le cycle baissier, justement, où en début 2023, là, on avait explosé justement ce coût moyen d'acquisition à la hausse. Encore une fois ici, encore une fois ici. Donc, écoute, je nous le souhaite que ça puisse avoir une ressemblance par rapport à ça. Mais c'est vrai que, comme tu le vois, même ici, sans trop zoomer, c'était de mi-juillet jusqu'à fin juillet. Donc voilà, on avait quand même tenu 15 jours au-dessus. Et là, je sais pas si tu te souviens, mais tout le monde était, mais voilà, cet été sera différent des autres. On repasse au-dessus. Oui. Hop, on avait atteint les 68 000 $, comme ici. Et finalement, on était tous là à se dire super, c'est génial. Sauf que au final, ça a fait office une seule fois de support et ensuite ça a cassé à la baisse. Et là, on a vu des niveaux quand même qui nous ont bien fait mal. C'est là où ça a fait peur d'ailleurs à tout le marché à ce niveau-là, parce qu'on s'était pas fait de
de live à ce niveau. Je crois qu'on avait fait le live un peu avant. Mais en gros, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc on va voir si ça se maintient. Maintenant, ce que j'aimerais voir, si jamais il y a une correction, ça se peut aussi, ce serait justement qu'on puisse rebondir sur ces niveaux de prix qui sont à peu près les 63 500 $, puisque finalement, c'est là que la majorité des investisseurs sont en profit, et passer en dessous créerait beaucoup de pression sur le marché, en tout cas. Et comme on le dit assez souvent, c'est vrai qu'on a un marché qui finalement aujourd'hui a pas mal de ce qu'on appelle des PTSD, un peu de stress post-traumatique de tout ce qu'on vit depuis 6 mois, à tout d'un coup on se dit oui cool, ça y est, on repart à la hausse, et finalement à chaque fois on a le marché qui nous casse, et qui nous casse littéralement. Et c'est vrai que, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais autant des fois on peut vraiment être usé par l'action du prix. Ici j'ai vraiment l'impression que sur ces 7-6 derniers mois, on est vraiment usé par l'action du temps, où le marché souhaite vraiment nous faire capituler, non pas par des grandes corrections comme il y a déjà pu avoir dans les cycles haussiers précédents. Hein. Je rappelle que l'été 2021, on avait quand même subi moins 54%. En 2016-2017, on avait subi 8 corrections de moins 30% tout au long des cycles. Et là, finalement, même si ici on voit qu'il y a pas mal de corrections, elles restent quand même assez faibles comparées à ce qu'on a pu vivre avant. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on est vraiment sur un marché qui veut nous épuiser, nous faire sortir en mode il se passe rien, et tout. Ça sert à rien d'être sur ce marché, il n'y a rien d'intéressant, etc. C'est ça. Mais j'aime bien cette image, tu sais, de ce que tu crois que ça va être le parcours, et puis en fait, ça va être tout un bordel, des creux, des pièges et tout. Et c'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est ça. Un bull run complet, c'est ça. C'est extrêmement dur. Et voilà, faut passer par là. Ce qui est vraiment c'est ça. Puis tu vois, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment, encore une fois, on le vit encore totalement différemment des autres cycles. Si on regarde ce qui s'était passé sur les 2 derniers cycles, justement, s'il veut bien charger. Pas le moment. Ouais, c'est une charte, c'est la mafia, ça. Je veux pas que je mette la CB. Là. Pas que tu m'acquittes. Voilà. Donc en fait, on voit qu'on vit en fait les cycles. Bon, si on considère que 2019 va avec 2021, mais on voit qu'on subit les cycles vraiment d'une manière assez différente. Ici, là, vous le voyez, tous ces pics ici, c'est des corrections de plus de 30%. Donc on voit de 2016-2017, on a quelque chose de parabolique, magnifique. C'est, je pense, le cycle haussier dont tout le monde rêverait, parce que ça prend son temps, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige. Et finalement, on regarde que 2020, 2021 et 2019, c'est plutôt on monte, et tout d'un coup, on se fait un peu rétamer. Ça, c'est une analyse on-chain, les gars. Ça, ce que je viens de vous faire, c'est une analyse, ça arrive pas mal. Qualité. et puis au final, sur ce cycle-là, par contre, c'est plutôt un troisième type de marché. C'est finalement, on est plutôt en mode crescendo. C'est petite correction, petite, etc. Puis ça monte, puis ça monte. Et puis justement, on est arrivé à ce fameux moins 32% depuis notre ATH qu'on a eu début août. Et là, ça commence à se résorber. Là, on voit qu'on a un marché qui est un peu moins justement volatile à la baisse. Et maintenant, ce qui est intéressant pour justement répondre à ta question, de voir si on peut make it avant les élections US ou même avant décembre. Il y a quelque chose qui est assez étonnant qui s'est passé, c'est que comme vous le voyez, c'est pas la première fois qu'on arrive à atteindre les 68 000 $, que même on était aux 67 000 je crois vers fin septembre, qu'en août on est arrivé aux 65 000, etc. Mais que finalement ce que vous voyez en vert, c'est tous les profits qui ont été réalisés sur le marché. C'est-à-dire que là on parle de personnes qui vendent leur Bitcoin, donc là on est encore exclusivement sur Bitcoin, mais vu qu'ils drive le marché, c'est un peu normal. On voit en fait toutes les personnes qui ont souhaité prendre des profits en fonction de l'action du prix. Donc là, il a fait un gros pump. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu énormément de profits qui ont été pris. Par rapport à ce qui s'était passé justement ces 3 derniers mois, on est quasiment en x3 sur ces derniers jours, comparé à ce qui s'était passé ces derniers mois, malgré les pumps. On voit qu'on a je vais essayer de zoomer un peu sur la zone, mais là, on est à peu près ici, là, sur toute la semaine, sur du 800 à 1 milliard de prises de profit par jour, alors qu'avant, on était à 200, 300 millions. Donc, on voit que qui peut potentiellement, je dis bien potentiellement, nous freiner dans notre course à un nouvel ATH, c'est qu'on vient de se manger un beau mur de vente. Et ça respecte un peu le principe de l'offre et la demande universelle que tout le monde connaît, c'est que forcément pour chaque vendeur, il y a un acheteur derrière, sauf que si les vendeurs épuisent les acheteurs, forcément il n'y aura plus personne pour pousser le prix un peu plus haut. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voudrait voir finalement, c'est que cette demande vendeuse, elle a été bien absorbée. Pour l'instant, on le voit, parce que le prix se maintient très très bien. Et j'ai pas réussi à vous retrouver le graphe, mais je sais qu'il y avait un graphe sur CryptoQuant qui avait montré que justement c'est la première fois depuis le fin mai où on commence à avoir une demande des retail, des investisseurs particuliers, des investisseurs qui en gros achètent par moins de 10K. Donc en gros, on estime que ce sont des personnes comme vous et moi à peu près. Et on a tout d'un coup une nouvelle demande là qui arrive pour l'instant. Donc ce ne sont pas forcément des nouveaux investisseurs. Potentiellement, ce sont des personnes qui
ça fait quelques mois qu'il patiente, justement, peut-être depuis mai, qu'il patiente parce qu'il voit que le marché fait un peu le yo-yo. Et finalement, ça fait seulement depuis quelques jours que CryptoQuant a relevé qu'on avait une demande qui revenait un peu sur le marché. Donc à la fois, on a un peu d'opium dans le sens où il y a cette nouvelle demande qui arrive, et à la fois, on a un peu de désopium pour nous dire que justement, attention, on a quand même eu un beau red flag ici qui fait qu'il y a quand même eu des prises de profit qui n'ont pas été vues depuis le mois de juin avec les 71 000 $. Donc, et vu ce qui s'est passé après, on se dit, ok, faudrait pas que ça amène le même type d'action. C'est-à-dire que là, on est épuisé finalement le peu de nouveaux acheteurs qui viennent d'arriver sur le marché. Ce serait quand même dommage. Et donc, potentiellement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un consensus de croire qu'on n'aura pas de nouvelle ATH avant les élections, avant la volatilité des élections, parce que justement, on a épuisé le peu de nouveaux acheteurs qu'on a eu. Mais à la fois, et ça, vous l'avez très bien expliqué un peu plus avant, ça, c'est le graphe des achats des ETF. Tac, je vais un peu couper le bruit. Et on voit que c'est la première fois depuis au moins, ça c'est quand? Ça c'est au moins le mois de juin et au moins à peu près ce qui s'était passé en mars-avril où on a autant d'inflow, donc autant d'arrivées de capitaux. Donc en plus, comme le dit Frog, que certains connaissent, Froguillon, comme le dit, là c'est vraiment de l'argent pur qui entre sur le marché. C'est vraiment pas de l'argent qui était potentiellement sur d'autres actifs qui ont transigé de nouveau vers Bitcoin. Là c'est de l'argent pur qui est arrivé. Et là en fait toute cette semaine on a eu plus de 2 milliards d'arrivées de capitaux sur le marché. Ce qui est énorme. Donc, du coup, c'est aussi ce qui a un peu drivé le prix. Comme vous le voyez ici, au moment où on a eu, donc là, en fait, en gris, c'est la courbe du prix du Bitcoin. Essayez de couper un peu le bruit. Tac, voilà. Donc là, ici, vous voyez la courbe du Bitcoin, vous voyez la courbe justement de l'arrivée des capitaux des ETF. Et comme par hasard, entre guillemets, elle grimpe en même temps que les ETF, justement, ont déployé pas mal de capitaux. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que justement, ce n'est pas arrivé depuis quand même bien longtemps d'avoir vraiment pur 5 jours vraiment d'achat massif. D'habitude, comme vous le voyez, c'est assez disparate, c'est assez... tout d'un coup, il y a un gros pic, puis il n'y a plus rien derrière, etc. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Pour moi, c'est assez bullish. Maintenant, le côté, parce que c'est quand même mon rôle de jouer l'avocat du diable aussi. Il faut quand même, comment dire, même si moi j'ai des biais bullish, tu vois, qui sont un peu ancrés, je pense comme tout le monde de se dire on va y arriver, etc. Mon objectif, c'est aussi quand même d'essayer de ne me baser que sur les informations concrètes que nous donne la blockchain. Et ce qu'on voit ici, purement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gros pics d'achat comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a grosse accumulation, il y a un dump. 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 Donc, j'ai envie de vous dire, à la fois c'est génial, mais à la fois ça peut créer aussi une sorte de distorsion. Mais à court terme, attention, ça va pas être quelque chose qui va annihiler tout un début de jambe haussière. Mais dans le sens, ça peut à court terme aussi créer quelque chose. Bah voilà, encore une fois, si c'est eux qui ont porté le prix à aller plus haut, ça peut forcément créer aussi, comment dire, ça peut, s'ils s'arrêtent du jour au lendemain à acheter comme on le voit généralement ici, forcément ça peut créer en tout cas une demande à la baisse. Donc potentiellement on pourrait aussi voir ça. Donc en fait, là ce qui est bien, c'est qu'on... Ouais, vas-y. Juste là en fait tu compares quand même à la trend baissière qu'on a eu depuis 6 mois, depuis mars, mais on est quand même reparti, en tout cas si tu regardes le graphe, on a un début de changement de trend, on a pété la trend line. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de regarder du coup par rapport à la dernière fois qu'on a pété la trend line, tu vois, par rapport à la dernière fois où on a changé de trend line, on est passé de baissier à haussier, pour comparer vraiment, parce que je suis d'accord avec toi, mais comme on a changé de vibe, je sais pas si on peut comparer à quelque chose de différent. Genre est-ce qu'une sortie, voilà, ce genre de sortie, est-ce que ça ressemble à ça, tu vois? Typiquement, celle dont tu parles, c'est aussi celle qui s'était passée justement en octobre. Là, typiquement, on a eu ce rallye haussier, où là, on était sorti de ce marasme un peu... Attends, c'était sur lequel que je voulais te montrer. Donc, c'est vraiment à partir d'ici, là, où on se faisait chier, justement. Tu vois, encore une fois, on était sur une tendance baissière à court, moyen terme. Et c'est vrai que là, on l'a pété à la hausse. Ce qui est pas mal, c'est que ça peut justement, on peut le voir de la même manière ici, c'est que tu vois, donc là en octobre, on avait justement des ventes qui étaient assez journalières entre les 100 millions et que tout d'un coup, on a fait un x4 et qu'on a vendu 4 fois plus. Donc, preuve que, comme tu le dis, là, ça pourrait justement être absorbé aussi bien, puisque finalement, on l'a vu, ça s'est fait ici et pour autant... Après, le prix a quand même continué à monter, même s'il a transigé, je dirais, à peu près un mois sur des niveaux de prix entre 34 et 38 000 $, un peu plus d'un mois. Mais, enfin, comment dire, là, comme on le voit ici, il m'énerve ce petit truc, c'est qu'il y a eu des gros pics de vente forcément, parce qu'on sortait de... Ça faisait depuis quand même mai 2022 qu'on n'avait pas vu des prix aussi élevés. Donc, ce qui est logique de voir des prises de gains de personnes qui ont accumulé potentiellement, tu vois, sur des niveaux de prix qui étaient aux 15 000 $, 16 000 $. Donc, ce qui est très sain et ce qui est très logique. Mais après,
à chaque fois, en fait, comme tu le vois, il y a il y a un nouveau pic haussier, il y a des grosses ventes, ça diminue. Pic haussier, il y a des grosses ventes, ça diminue. Ici, on a eu Effectivement. forcément tout ce qui est prise de vente, enfin prise de profit, pardon, exceptionnelle, qui forcément ont un peu créé cette vibe un peu à court moyen terme où là, on était forcément, il y a eu beaucoup de monde qui ont pris des profits. Donc là, on a eu beaucoup de gens enfin comment dire, la force acheteuse a vraiment été vraiment impactée puisque forcément, il n'y avait plus personne pour acheter derrière. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi ton questionnement et ton raisonnement parce qu'on voit que pour autant, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif de voir des grosses prises de vente non plus, puisqu'on voit que par le passé, ça a justement résisté, mais que à chaque fois, généralement, tu le vois, il y a un peu une sorte de consolidation. Bon, là, il y a un petit dump, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de prises de profit qui ont été prises, mais en fait, tant que justement ça respecte ce qu'on a vu un peu tôt on reste dans le vert, en gros, on reste au-dessus de nos supports sur ces zones de prix, potentiellement, enfin en fait ça ne mettra pas à mal le cycle haussier. Donc c'est vrai qu'en fait c'est à observer de voir ce qui peut se passer. Encore une fois, puis ça de toute façon vous le savez, et je pense que tout le chat est aussi au courant. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. On a tout ce qui est analyse on-chain, mais on a aussi tout ce qui est macroéconomique, politique et tout ce qui est analyse technique qui peuvent beaucoup jouer sur ce qui peut se passer. Il suffit que, voilà, comme on l'a vu, il y ait une grosse prise de liquidité au niveau des leviers à aller chercher sur les niveaux des 70 000 $, pardon. Potentiellement, après, on peut justement dump assez méchamment sur une petite mèche pour faire à l'inverse, essayer de rect tous ceux qui ont parié à la hausse alors qu'on était sur des niveaux ici. Donc ça se peut aussi. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer là-dessus. Ouais. Okay. Et du coup, juste pour compléter et pour finir, comme vous le voyez ici, au niveau de la supply détenue par les différents types d'investisseurs, donc là on parle des investisseurs qui accumulent ces derniers temps, donc tous ceux qui ont accumulé entre aujourd'hui et il y a 6 mois, alors que leur supply n'avait pas augmenté et avait même diminué depuis avril, c'est-à-dire que depuis le mois d'avril, on avait quand même beaucoup plus de tendance à la conservation et à ne pas forcément accumuler davantage de Bitcoin. Alors que ici, justement, c'était un peu à l'inverse. Ça faisait justement depuis avril que les investisseurs expérimentés qui avaient acheté il y a plus de 6 mois, donc c'est-à-dire qui ont pu accumuler sur des zones de prix extrêmement intéressantes, avaient fini de distribuer leurs coins et avaient pris les profits qu'ils devaient prendre. On voit que justement, ça fait seulement depuis le 8 octobre que cette supply de ces détenteurs à court terme, donc en gros cette nouvelle force acheteuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, réaugmente. Ce qui est extrêmement intéressant puisque généralement, à chaque fois qu'on a une augmentation de la supply justement de cette nouvelle force acheteuse, généralement on entame, si vous voulez, un semblant de, comme on le voit ici, elle peut être très brève, comme elle peut être vraiment énorme, et on voit que généralement, c'est vraiment dans ces moments-là où justement le prix du Bitcoin augmente. Donc potentiellement, il y a des très bons signes, et c'est vrai que tu vois, encore une fois, j'ai dû faire un tout petit peu l'avocat du diable avec ce qui s'était passé au niveau de la prise de profit. Bien sûr. Sur le marché, ce qui est assez logique. Et voilà. Ouais. Donc, pas mal de choses qui se sont passées en coulisses ces derniers mois, comme on l'avait vu lors de notre précédent live, mais qui au final, se concrétisent aujourd'hui et ils nous ont montré qu'il y avait pas mal d'attentes de la part des investisseurs qu'ils attendaient pour ressortir certains stablecoins, une certaine puissance acheteuse. Et au final, là, on l'a vu que beaucoup d'investisseurs ont été rassurés, sûrement aussi par tout ce qui se passe mieux au niveau de l'économie, on va dire mondiale, de l'arrivée de liquidités au niveau de toutes les banques mondiales aussi. On voit que justement, par exemple, les US, les chiffres qu'ils nous donnent sont assez intéressants. Il y a la baisse des taux d'intérêt, etc. On a le fameux October qui est aussi dans toutes les têtes, qui nous dit qu'avec les élections américaines, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, on a vu justement avec ces nouveaux arrivants et cette force acheteuse qui est revenue, des investisseurs qui ont finalement enfin sorti leur USDT de leur poche et qui l'ont mis enfin sur le marché. Mais en tout cas, pour l'instant, on le voit, c'est quasiment uniquement sur Bitcoin. Comme vous en avez parlé au début, les altes, elles sont pas très en forme. Ouais, ça, c'est toujours un peu ce côté très bipolaire du marché où ce que tu nous montres sur Bitcoin, c'est relativement bullish, en vrai. Genre, il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Et le seul truc qui est négatif et qui rejoint, moi, les timings que j'ai en tête et que je développerai dans la partie d'analyse technique, c'est d'avoir un petit repli à court terme, tu vois, sur le mois d'octobre, pour vraiment essayer de dégoûter encore des gens, etc. Déjà que là, maintenant, l'euphorie est absolument pas là du tout. Si on commence à redescendre déjà vers 65 000, déjà les altcoins qui sont déjà dans des configurations bien à plat risquent de faire des petites jambes baissières encore de nouveau. Donc,
ça corrélerait, tu vois, avec ce truc de se dire qu'il faut sortir les gens du marché et j'aime beaucoup en tout cas que ton approche de l'analyse on-chain soit très positive pour ce qui va suivre dans les prochains mois, mais peut être relativement négative dans ce qui suit pour les prochains jours. Et ça, c'est ultra pertinent et Carrément. j'apprécie beaucoup même. Et si je peux ajouter un truc, moi, ce que je vois, ce qui pourrait expliquer que BTC surperf absolument tout, c'est aussi qu'on a traversé une période de quantitative tightening, de QT, c'est-à-dire qu'on n'imprime plus. On a eu le pivot il y a quoi? Il y a 1 ou 2 mois, là? 1 mois et quelques. Mm. Et là, on passe Ouais. justement en QI. Donc, ça pourrait être... En fait, on pourrait attendre justement une clarification au niveau de la politique américaine et commencer à réimprimer pour passer sur des actifs plus à risque, alors que BTC lui représente un peu une valeur refuge. Donc Ouais. peut-être qu'on attend ça, La tu vois. sécurité, ouais. La C'est sécurité. ça. Moi, je pense qu'après Exact. les élections, on pourrait avoir des surprises, à commencer par Ethereum, Solana, on connaît les cycles, hein, mais Etc. je pense que ça Ouais, ne sera pas avant, en exactement. tout cas. Je vois pas pourquoi ce sera avant. Bah, Voilà. enfin, justement, ça c'était un point dont on discutait. On essayait de trouver ce qui pourrait nous donner la puce à l'oreille sur la rotation de capitaux, qui est extrêmement intéressante à essayer d'observer. Ce qui est pas évident, c'est que, bah, comme on l'a dit, pour l'instant, BTC drive quand même un peu tout. On voit que le marché, il part dans tous les sens. Là, en à peine une semaine, on voit justement, vous connaissez tous le fameux indicateur du Fear and Greed. Donc justement, quand est-ce qu'on essaie de repérer qu'il y a énormément de peur sur le marché, ou à l'inverse, beaucoup d'euphorie et de cupidité. On voit qu'en à peine une semaine, hein, parce que là, je suis au 11 octobre, alors qu'ici, au 18, donc vraiment 7 jours, hein, on est passé d'une zone de vraiment peur à tout d'un coup à une zone vraiment où on est dans le grid, où on commence vraiment à être dans l'euphorie, la cupidité, des points d'intérêt qu'on avait justement vu déjà en février, alors que le Bitcoin était déjà à 52 000, on avait justement vu en juin-juillet lorsqu'il était revenu aux 68 000 $. Le marché, en fait, enfin voilà, les investisseurs passent du coq à l'âne vraiment en fonction du prix, et donc potentiellement, comme tu dis, sur du court terme, ça peut vraiment jouer des tours à pas mal d'individus, d'investisseurs comme nous, particuliers qui ne sommes pas forcément, voilà, même si par exemple ce que vous faites avec des cryptades est excellent parce qu'on essaye de réunir beaucoup de gens qui ont diverses compétences pour essayer d'amener au plus de monde possible, le plus d'informations possible sur ce qui se passe dans le marché et que le maximum de gens ne puissent pas se faire avoir par leurs émotions aussi. On voit que finalement ce marché, il est quand même drivé finalement par toutes nos émotions, et aujourd'hui elles sont quand même, il n'y a plus de demi-mesure. En une semaine on passe de la peur à l'euphorie, alors que le prix il a vraiment fait un 60-67 000 $, ce qui n'est pas non plus une bougie, comment dire, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'assez nouveau. C'est pas comme si on était passé tout d'un coup à 78 000 $ en zone de découverte, un nouvel ATH, etc. Donc c'est assez voilà, c'est assez perturbant. C'est un côté assez perturbant, je trouve, mais à la fois extrêmement intéressant qu'il faut suivre, puisqu'au final, on voit qu'on n'est pas très loin à chaque fois des niveaux critiques, entre guillemets, où dès qu'il y a un peu trop d'euphorie, évidemment, les investisseurs ne prennent pas de profit, espèrent toujours de plus de multiples, etc., etc. Et finalement, ils se font avoir parce que la smart money, justement, c'est détenteurs à long terme, comme on a vu ici, forcément, eux commencent à distribuer leurs coins parce qu'ils estiment que c'est des niveaux de prix qui les intéressent au niveau de leur prise de profit, et nous, on se fait avoir. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant de voir et qu'il faut surveiller. Et c'était quand la dernière fois qu'on est rentré dans le rouge? Parce que là, on voit pas de rouge sur ta carte. Donc, je pense que ça date si, de c'était ici, là. 15. Non, mais C'est la dernière septembre, fois début septembre. avant cet été, je veux dire. Avant cet été, c'était il y a bien longtemps, hein, quand tu regardes. Bah ouais, c'est pour ça. Je pense que c'était le 15K, non? FTX, hein. Tiens, regarde, c'était 15K. Voilà, La toute dernière fois. c'est Et dingue. c'est Luna qui a fait plus mal. Luna, il a fait plus mal que FTX. Ah la Ah, vache, ouais. on est quand même passé de 30 à 20 000. Ça a fait mal en quoi 50%. en même pas 15 jours. En 15 jours, les gars. Ouais. Franchement, je crois que c'est une période que j'ai voulu zapper de mon esprit parce que je m'en souviens. Voilà. C'était pas un bon moment personnel, je pense, ces trucs-là. Mais c'est vrai que, tu vois, regarde, là, on est allé encore plus bas au niveau de la peur du marché. Vous vous rendez compte que lorsqu'on était au 15K. Ah, mais donc après, voilà. Le trade japonais, là, je pense. Ouais. C'est quoi la date? Quand on est arrivé au 48K, là. C'était le 5 août. Ouais, c'est ça. On est arrivé au 48 quand on a eu la mèche au 48. Et la dernière fois encore, c'était le début septembre. Au début septembre. Okay. Mais c'est assez. Bon, après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'évidemment, c'est basé sur plusieurs sources, comme le comportement des investisseurs, les réseaux sociaux, etc. Mais ça ne reflète pas forcément, en tout cas. Enfin, ce qui serait pas mal de faire, mais bon, ça c'est impossible, c'est de refléter en tout cas le comportement des investisseurs, on va dire chevronnés, pour voir quand est-ce que vraiment ils se chient dessus ou quand est-ce que eux ils sont en euphorie. Ça, ce serait quand même pas mal à avoir. Mais bon, on le voit à travers les transactions qu'ils font, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Mais si tu veux, on peut en revenir justement à cette fameuse rotation de capital.
entre déjà BTC et Ethereum Oh. qui se fait. Je crois qu'on l'avait déjà parlé la dernière Oh. fois. Donc, vous voyez en orange, c'est tout ce qui est capitaux qui arrivent sur Bitcoin partent dès que c'est en négatif. Et Mhm. sur Ethereum, c'est en bleu. On a aussi celle des stablecoins, mais ici, elle nous intéresse pas forcément puisque là, l'objectif, c'est essayer de déterminer quand est-ce qu'il pourrait y avoir potentiellement une rotation de capitaux. Et on voit que l'exemple parfait, parce que je pense que le cycle, déjà, la data n'y est pas avant 2018. Mais en gros, on voit très bien que sur ce qui s'était passé en 2020-21, qu'on a déjà eu forcément Bitcoin qui a pris d'assaut un peu toute la liquidité du marché, toute une majeure partie, et qu'on avait, je me souviens pas de la dominance du Bitcoin à ce niveau-là, mais je pense qu'elle était au 56, 57 peut-être, quelque chose comme ça. Si 70, quelqu'un peut je le crois. confirmer. 70, et que tu vois, au final, c'est seulement à partir de fin mars où les capitaux sur Bitcoin ont commencé à diminuer, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils sont arrivés sur Ethereum. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a quand même pas mal zoné sur cette zone-là, quand même entre début mars et début mai, on a quand même eu donc en gros 2 mois complets où Bitcoin a fait un peu le yo-yo sur cette position-là, ce qui nous a permis vraiment de voir cette rotation de capitaux. Ici, en fait, limite, si vraiment ça aurait été notre ATH, ça aurait été j'estime, j'imagine, un moment assez opportun pour avoir la même chose, parce que finalement, même si c'est une tendance à la baisse, entre guillemets, on transige quand même. Faut quand même voir que si on avait cligné des yeux entre début juin et aujourd'hui, on serait exactement au même niveau de prix. Donc ceux qui sont partis en vacances pendant 3 mois, typiquement, ils ont vécu le meilleur de leur vie. Ils n'ont rien vu passer, ils n'ont pas eu de stress, ils n'ont pas eu de... Voilà. Donc en fait, ça ressemble un peu à cette phase-là, mais sans qu'on ait eu forcément j'ai envie de dire, de véritable phase parabolique, même si on a eu 18 mois de hausse entre 2022 et 2024. Mais on aurait pu avoir cette rotation de liquidité. Mais finalement, si Ethereum jouait quand même un peu des coudes avec Bitcoin, comme on le voit ici sur ce cycle, on voit que voilà, même si Bitcoin prend plus de liquidité qu'Ethereum, ce qui est logique, de base, on voit qu'il n'y a vraiment pas eu du tout un seul moment où Ethereum a vraiment pris le lead, puisqu'au final, on voit très bien que même si Bitcoin ça a diminué, Ethereum, lui, ça a carrément plongé et on a eu une phase où c'est même passé en négatif, où il perdait un peu de capitaux. On a eu cette grosse phase fin juin où c'était l'euphorie sur Ethereum, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'acceptation des ETF Ethereum. Donc forcément, on a eu le prix qui avait fait un beau pump, mais que depuis, au final, c'est un peu mort. Alors, globalement, c'est à cause de Grayscale qui décharge comme une mule tous ces ETF Ethereum, et c'est en partie dû à ça. Et forcément, ça alimente le FUD sur Ethereum, etc., etc. Je pense que Joe, tu es assez au courant de ça, et que c'est un combat que tu mènes au quotidien. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis quelques jours, on commence à revoir un peu de positif. C'est quand même ce qu'on n'avait pas vu depuis le mois de juillet. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, c'est vrai que là, au niveau des ETF Ethereum, je crois que j'ai vu il y a quelques temps, ça fait quelques jours qu'ils sont en léger positif, mais c'est déjà ça enlève de la pression vendeuse, ce qui est plutôt bien. Et moi, ce que je voulais essayer de vous mettre en relation, alors c'est un graphique qui ressemble je pense à aucun graphe de prix que vous connaissez, puisque c'est la relation entre BTC et Ethereum, et de voir que justement ici c'est la zone 2020-21 ici là, et ça c'est ce qu'on a à peu près sur ce cycle. Donc on voit très bien que je vais comparer avec le prix du Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin a fait son ATH justement sur ces niveaux-là, et c'est justement à partir de mars que Ethereum a vraiment commencé à prendre le lead par rapport à Bitcoin au niveau de on appelle ça, de sa performance. Voilà, c'est le ETH BTC ratio performance depuis l'ATH. Et donc on voit que c'est vraiment à partir de ces moments-là où Ethereum a commencé justement à faire son trou et à prendre beaucoup plus à avoir plus d'impact que Bitcoin. Et par contre, on voit que depuis, c'est un peu voilà. Mais si tu regardes ce qui s'est passé, voilà, on remonte un peu plus loin, mais de 2018 à vraiment avant le pump de 2020-21, on voit que c'était la même chose entre guillemets. On voit que c'était vraiment quelque chose qui dumpait, qui n'évoluait pas plus que ça, etc. Et tout d'un coup, il y a eu vraiment ce sursaut de quelques mois et qui au final se résorbe petit à petit. Donc encore une fois, je pense que ça, évidemment, on a très peu finalement d'historique parce que sans prendre ce qui s'était passé en 2016-2017 où là c'était un peu l'euphorie Ethereum parce que c'était assez nouveau sur le marché. Voilà. Alors que là vraiment on a eu un bel exemple de ce qui pouvait se passer. Mais voilà, je pense qu'il faut pas vraiment se prendre ça comme d'un repère à 100% fiable, mais ça peut potentiellement nous donner ce qui peut se passer. Et dès qu'on voit justement des mèches assez intéressantes sur quand est-ce que Ethereum reprend un peu le lead sur Bitcoin, ça peut être très intéressant d'essayer de regarder ce qui se passe, tu vois, au niveau, je l'avais pris tout à l'heure, mais en gros, au niveau, si on pense ce qui se passe
sur le MVRV ratio. Donc, si tout le monde a regardé le replay de la dernière vidéo, je l'espère, avec plaisir. Ce MVRV ratio calcule, si vous voulez, la cupidité ou l'euphorie sur le marché lorsque le Bitcoin est surévalué, dans le sens où plus il augmente, ce ratio en orange, plus en fait il y a trop de profit sur le marché. C'est-à-dire on devient tous cupides et euphoriques, et on a déjà tous du x3, x5, fois je sais pas combien dans la poche, et on est là à dire non, c'est pas grave, j'attends un x2 de plus. Donc plus il est haut, plus il y a trop d'argent, trop de profits qui sont laissés sur le marché et dont on ne prend pas. Donc on voit que pour Bitcoin, en fait, on est vraiment arrivé au top justement en février-mars. Et qu'après, petit à petit, au fil des jours, tout au long du mois de mars, on voit qu'il y a eu énormément de prises de profit qui ont été faites ici, parce que le prix n'a pas forcément beaucoup bougé, mais pourtant le ratio diminue, ce qui veut dire que beaucoup de profits sortent du marché et viennent dans les poches des investisseurs. Et c'est là où on voit que qu'est-ce qu'ils en font justement de ces profits. Et ben on voit que justement tout au long du mois de mars à peu près. Alors attends, moi j'avais pris en 7 jours, c'était beaucoup plus parlant. Voilà. En fait, on voit justement que potentiellement, même si le prix de l'Ether, alors tac, il était à peu près aux 3000, etc. En fait, on voit que petit à petit, sur cette période du cycle-là, il y a eu un peu une grosse correction, mais justement, quand on a vu quand justement Ether a repris de la dominance par rapport à BTC à ce niveau-là, là sur cette mèche bleue que l'on voit, on voit justement que c'est à partir de ce moment-là que les profits qui ont été pris sur Bitcoin, comme on l'a vu précédemment, commençaient justement à être reversés sur Ethereum et que de plus en plus de gains étaient faits aussi sur Ethereum, etc., etc. Donc au final, on peut le comparer avec pas mal de métriques, mais pour l'instant, là en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on observe. Là, c'est sûr que dans tous les cas, il n'y a pas encore assez de profits potentiels qui ont été pris sur Bitcoin pour qu'ils puissent vraiment être intéressants de les reverser sur autre chose. Puisque là, encore une fois, si je me base, je vais essayer de prendre un graphique assez vierge, mais si je me base par rapport à ce qui s'était passé dans les cycles précédents, là, on en est ici, hein, à peu près. Hein. Enfin, je dis pas que ça... Comment dire ? Faut pas... Alors, je veux pas faire du FOMO pour rien. Faut pas penser parce que je dis que... En fait, je dis que qu'on en est ici parce qu'on en est justement au même ATH. En 2020, on était à ce niveau-là. On a transigé pendant un mois à peu près. Justement, on transigeait de côté sur l'ancienne ATH de 2017. Et là, en fait, c'est ce qu'on fait exactement ici. Transige sur l'ancienne ATH de 2020-21. Donc, en fait, c'est pas du tout à ce moment-là que les alts ont pump. Hein. Comme on l'a vu là-dessus, lorsqu'on était ici, il y avait un ratio Ethereum BTC qui était encore bien distinct. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit ici. Bitcoin prend beaucoup plus de lead qu'Ethereum. Pour l'instant, de mon point de vue, il ne faut pas s'attendre à ce que qu'Ethereum, prenne ses distances avec BTC, qu'ils le suivent, c'est excellent, mais qu'ils prennent ses distances. À mon avis, encore une fois, c'est pas du tout une version. Si j'avais toutes les réponses, je serais déjà sur un yacht avec Vitalik et tout ça, mais j'ai trouvé Super. des noms corrects. Voilà, en train de danser sur une chanson zinzin, mais en gros, voilà. Pour moi, en fait, on en est à là où pour l'instant, on attend vraiment d'avoir un décollage pour vraiment espérer d'être en zone de découverte. Oula, ce qui n'est pas encore le cas. Ouais. Voilà. Est-ce que je peux te montrer un truc 2 secondes parce que tu parlais de la ETHD. Yes, vas-y, avec plaisir. Je te laisse prendre l'écran juste 2 minutes. Vas-y. J'avais fait ça. Alors, c'était une interview de Bankless, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je trouve ça très pertinent. Je sais pas si j'ai déjà montré, mais justement, là, on est 2018-2019 et en fait, on fait exactement ce qu'on fait là. Bon, là, c'est exactement pareil. Là, c'était beaucoup plus violent. Mais en fait, on fait un floor qu'on va péter et après, on rebondit. Et là, on fait exactement pareil. On fait un floor qu'on a pété. Alors, peut-être qu'on ira plus bas, je sais pas. Mais en tout cas, on est à peu près dans les mêmes configurations et on n'est toujours pas. Parce que tout le monde critique la dominance de Ethereum. Mais voilà, on est à 0.03. On est descendu à 0.016. Descendu 2 fois et demi plus bas. Mais donc en vrai, c'est comme tous les cours, ça peut descendre pour remonter. Moi, j'y crois toujours au flippening. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui croient pas, mais moi j'y crois. Et voilà, pour moi, la charte est assez belle. Je sais pas si on rebondira là, mais en tout cas, on est plus proche du bottom que du top. C'est toujours pareil. Ouais, c'est cool. Mais c'est super bien d'avoir justement cette vision aussi chartiste parce que moi je l'ai pas du tout. Je t'avoue, pardon. Mais ouais, mais c'est une super bonne hypothèse et puis je l'espère aussi. Hein, dans tous les cas, donc ouais. c'est pas mal. Ouais. J'espère aussi. Alors, ça a trop critiqué, on va attraper des vestes, t'inquiète. N'empêche que j'ai bien aimé le moment où Sapiens t'a dit qu'il fallait que tout le monde prenne sa carte bancaire pour acheter.
Voilà, c'est Euh, ça. bah, j'ai bien, ouais, bien aimé quand t'as dit qu'on était vraiment à, genre à la veille d'un gros pump, quoi. Genre, bon, après, chacun fera ses interprétations. C'est la mienne que je fais de l'émission qu'on a eue là maintenant, mais Voilà, c'est ça. voilà, C'est ça. ça peut varier. Moi, vous savez, je suis quelqu'un d'imaginatif. Mhm. Donc voilà, mais en tout cas, intéressant de baiser, si on peut se permettre les termes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça a intéressé les gens. D'ailleurs, tiens, j'avais une petite question que j'ai vue passer dans le chat. Est-ce que je vais réussir à la retrouver? Ça date il y a un tout petit peu. Est-ce que, voilà, c'était Psycho qui disait les ETF drivent beaucoup la donnée on-chain maintenant, point d'interrogation. Est-ce que ça peut fausser Mhm. l'analyse? Est-ce que tu as dû t'adapter par rapport à ça? Et j'ai trouvé la question Très intéressant. très intéressante. Je sais pas s'il y a une réponse que tu peux donner de ton côté, Adrien. Yes, yes. Eh ben, en fait, c'est un débat que j'ai eu avec Fro Guillon justement il n'y a pas très longtemps. En tout cas, moi de mon point de vue, c'est vrai que de base, je trouvais que les ETF n'avaient pas forcément le plus gros impact sur les charts. Donc on voit en fait, comment dire. Moi, je pars du principe que de base, les ETF, on prend un peu ça comme une vérité absolue, puisqu'on se dit que c'est des institutions qui ont des millions, voire des milliards, comme on a vu qu'ils ont investi ça en 5 jours, 2 milliards, et que du coup, beaucoup, en fait, ça, comment dire, ça sert un peu d'opium à ceux qui veulent investir. Ils se disent, tiens, je vois ces ETF-là, justement, arriver et mettre 2 milliards sur la table, je vais moi aussi poser pas mal de liquidités dessus. Donc pour moi, en fait, ça crée un effet boule de neige qui était plutôt intéressant à observer, puisqu'on l'a vu qu'à chaque fois, justement, sur ce graphe, à chaque fois qu'il mettait beaucoup de liquidités, on avait justement un pump du prix. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de le voir, c'est que ça... Alors, je crois que le graphique d'avant était beaucoup plus parlant. J'ai pas ton écran par contre. Ah oui, pardon, parce que du coup, j'avais laissé la main Après, à on est Joe. très Bien vu. imaginatif, hein, mais... Oui, oui, non, mais bah, ça tombe bien, parce qu'en plus, je vous avais partagé le mauvais graphique, donc ça me permet de me Ouais. corriger. Donc, comme on le voit ici, justement, à chaque gros pump, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a un pump du prix en général. De toute façon, on le voit bien à ce moment-là. Même si les ETF, aujourd'hui, je crois, ils ont mis dans le marché, je crois, au total 50 milliards. Bon, je compte aussi GBTC, hein, évidemment. Donc, 50 milliards, c'est vrai que ça paraît peu par rapport à la capitalisation totale du marché, etc. Mais Froguillon avait une réflexion assez intéressante, c'était de dire que ce marché, il est quand même assez illiquide aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivées de capitaux ou de mouvements de capitaux sur le marché, et que forcément, dès qu'on arrive avec beaucoup d'argent frais tout d'un coup sur la blockchain pour acheter du Bitcoin, finalement, forcément, ça impacte le prix d'une manière assez conséquente. Et si on regarde encore une fois ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils investissent en masse, il y a un pump. Et à chaque fois qu'ils arrêtent d'investir, il y a un peu un dump. Donc, ça drive un peu le marché, ça c'est clair, on ne va pas cracher dessus. Moi, ce que j'aime mettre aussi en perspective, c'est par rapport, et là, c'est là-dessus où on n'était pas d'accord avec Frog, mais c'est quelque chose qu'il faut voir, c'était justement leur impact par rapport aux spots ou encore aux contrats futurs. Donc, les ETF, c'est en bleu, par exemple, contrat futur, c'est ici en jaune, les spots, c'est en orange, et ça, et je pense que vous ne le voyez même pas, mais l'impact des nouveaux coins qui sont minés chaque jour, là, les 450 BTC que les mineurs minent, et en fait, on voit que c'est ici en rouge. On voit que c'est un impact encore plus minime. Même si, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, parce que forcément, là, on parle vraiment d'essayer de comparer la volumétrie de ce que ça peut apporter sur le marché. Froguillon avait vraiment cette logique de dire, et je tends à le rejoindre de plus en plus dessus, au fait que c'est quand même des nouveaux capitaux qui sont mis dessus. Potentiellement, les spots, même s'il y a du 5 milliards daily, alors que potentiellement les ETF, c'est par exemple 5 fois moins avec 1 milliard par jour, finalement, en fait, les spots, c'est peut-être juste comment on appelle ça, comme Joe l'avait dit dans un trade extrêmement bien, qui disait qu'on est un peu en mode PVP. Est-ce que finalement ces 5 milliards en spot, c'est pas juste des US, enfin comment dire, de l'argent recyclé? Finalement, potentiellement que oui, les ETF prennent beaucoup plus de place qu'on peut potentiellement le penser sur la place qu'ils prennent. Ce que je voulais voir aussi, par exemple, ici, c'était sur ce graphe-là. Voilà. Donc, on voit, par exemple, et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'en orange, on voit justement tout ce qu'on appelle le Realized Cap Change. C'est un peu, si vous voulez, toute la valeur qui est créée on-chain. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le market cap comme nous, on le prend, c'est-à-dire on prend le nombre de coins comparé au nombre de dollars sur le marché, là, on va prendre, voilà, exactement par rapport au prix. Là, en fait, on voit, si vous voulez, la valeur qui est créée sur le marché, c'est-à-dire la valeur réelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que elle est quand même beaucoup plus haute que ce que sont justement les ETF. Si on coupe le bruit, on voit qu'il y a aussi quand même pas mal de... justement, vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, il y avait le cash and carry trade, là, du Japon, qui nous montrait qu'il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient faites. Et là, au final, on voit très bien que les ETF qui sont en vert, et donc tout ce qui est l'open interest, c'est-à-dire tous les contrats futurs à levier qui sont ouverts
sur la CME. La CME, c'est vraiment la bourse institutionnelle, si vous voulez. Donc ici, il n'y a pas vraiment de dégènes comme nous, de particuliers qui misent sur les leviers. On voit qu'en fait, on est sur des mêmes niveaux de capitalisation. Donc finalement, il y a beaucoup quand même de manipulation aussi un peu de marché, mais ce qui nous montre que, bah, mine de rien, ça joue beaucoup dans l'action du prix. Donc Ouais. j'aurais tendance à te dire que oui, surtout tant que le marché reste autant illiquide que ça. Si je peux juste rebondir pour expliquer assez facilement, Yes. parce que c'est vrai qu'il y a une confusion sur le prix, le market cap et tout ça. Et ce que veut dire Froggy, c'est que comme en fait c'est des nouveaux capitaux entrants et que le BTC est très illiquide, des fois ça a une énorme importance, justement parce qu'il n'y a pas assez de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus rare et donc le prix monte de plus en plus. Et comme il disait, bah, 5 milliards, ça peut faire bouger le prix de 20 ou 30. Mais c'est juste parce que c'est une question de manque de liquidité. Et on le sait que Yes. le Bitcoin est assez plus bas, non? C'est pas ça? Il est pas assez plus bas sur les exchanges? Il est quoi, pardon? Il est pas assez plus bas le Bitcoin en liquidité sur les exchanges? Il me semble, hein. Très long. Pas très long. Ouais. Enfin, tu veux dire qu'il y a Ouais, de moins en Ethereum moins de aussi. Bitcoin sur les exchanges, tu veux dire? Ouais, disponible sur les exchanges. J'avais vu cette charte, Ouais, je alors, sais pas si c'est monté depuis, mais il y en a moins, mais à la fois, en fait, il y a une remise en perspective. Alors, attends, En fait, il y c'est en a les deux. moins, C'est mais que tu as aussi il y en a pas. les hot wallets. Enfin, tu as tous les wallets qui sont sur les blockchains et tout ça. Du coup, c'est un peu biaisé comme truc. Mais en soi, oui, tu Ouais. ah T'as- oui, sur Tiens, regarde, BTC. regarde, il y avait ça que je voulais te montrer du coup. toujours Parce pas que l'écran d'Adrien. c'est assez Terrifiant. intéressant. J'arrive. Regarde, voilà, c'était en cours. C'est bon, Donc c'est regarde, bon. là on voit la balance des exchanges. Ah ouais, En gros, si d'accord. tu veux, elle a bien diminué, si tu veux, forcément depuis ce qui s'était passé après le bear market de 2022. Je pense que ce qui s'est passé avec FTX, Luna, etc., tu peux voir que ça a pas mal joué aussi dans la tête Oui. des investisseurs, hein, de se dire, moi, je laisse plus mes bitcoins forcément sur des exchanges comme ça. Mais qu'à la fois, en fait, si tu veux, même s'il y a de moins en moins de bitcoin, tu vois que c'est pas non plus de façon drastique. Là, tu n'as même pas. Attends, ici, là, tu vois, je crois on était à 3 millions de BTC. Ouais. Là, on est à 2 998. En fait, si tu veux, Ah, c'est c'est. tout. Oui. Voilà, en Ok. fait, t'en as beaucoup qui prennent ça, tu vois, mais qui te mettent pas qui te mettent pas Hmm. comment on appelle ça? L'axe et Ouais. puis l'ordonnée. Et qu'en gros, qui disent, regarde, il y a de moins en moins de BTC sur les exchanges. Après, si tu veux, Hmm. moi, je parle vraiment du principe que, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis comme tu l'as dit aussi, tout un marché liquide, parce que tant qu'il n'y a pas forcément de demande, tu peux enlever tous les bitcoins que tu veux du marché. S'il n'y a pas de demande pour, si tu veux, te créer cette rareté de l'actif et donc une augmentation du prix, bah, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt. Enfin, comment dire, il n'y a pas aucun intérêt. On prépare le terrain à justement la future arrivée des retails ou encore des fonds de pension, etc. Mais en attendant, c'est pas ça qui va faire beaucoup bouger le prix, ça c'est sûr. Par contre, Ouais. justement, là où Frog avait raison, c'est que de l'arrivée pure de capitaux, là, c'est extrêmement intéressant. Et c'est justement ce qu'on arrive à voir ici, c'est que au niveau de la supply de stablecoin, on voit que justement, bah voilà, on n'est pas loin d'un ATH. Je crois on avait déjà vu ça par rapport au dernier live qu'on avait fait ensemble, au premier live qu'on avait fait ensemble. On n'est pas loin d'un ATH, donc la supply de stablecoin augmente. Par contre, elle n'est pas encore, si vous voulez, rentrée dans le marché. Donc forcément, on n'est pas, il va pas y avoir, tant qu'elle reste en stablecoin, finalement, ça va pas impacter beaucoup le marché. Ça, c'est clair. Ouais. On l'a vu justement ici sur les rotations de capitaux. Regarde, si je mets juste stablecoin, il y a que dalle comparé à ce qui est arrivé, tu vois, sur sur 2020-21. Donc en fait, c'est un peu ridicule ce qui arrive sur le marché pour l'instant. Ça arrive, mais c'est pas encore assez pour que vraiment ça change quelque chose. Et encore une fois, on a un autre ratio qui est vraiment excellent. Je vais vous montrer, qui est très facile à comprendre, qui nous permet de savoir. Hop, je vais couper un peu le bruit. Voilà. Ça, c'est un ratio qui, dès qu'il passe en dessous de 0, ça nous montre que, par exemple, lorsqu'on est sur le ratio 0, on a, par exemple, 10 bitcoins dans la poche et 10 dollars de l'autre. Lorsqu'on est bien en dessous, c'est comme si on avait 1 bitcoin et 19 dollars dans la poche. Et à l'inverse, quand on est très très haut, c'est qu'on a genre, par exemple, 19 bitcoins dans la poche et plus qu'1 dollar. Donc, ce qui nous prouve qu'ici, on a beaucoup plus de puissance de vente de bitcoin. Et quand on est sur des niveaux comme ça, on a beaucoup plus de puissance d'achat en termes de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis janvier 2023, là ici on était passé en négatif. Donc on a beaucoup de stablecoins disponibles sur de la supply disponible en stablecoin qui est prête à être déployée, mais tant que finalement ce marché reste illiquide et que les investisseurs ne veulent pas les foutre sur ce putain de Bitcoin ou sur les autres cryptos, il n'y aura pas beaucoup de changements, tu vois. C'est exactement ce qu'on a vu ici en septembre 2020 avant le décollage. Grosse réserve de stablecoin disponible. Boum, ils ont tout en fait... ils ont tout déployé, boum, grosse augmentation du prix.
etc., etc. Donc c'est, tu vois, en fait, c'est pour ça que je parlais de ça au tout début de live, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses, où là, on a beaucoup d'éléments qui pourraient déclencher une hausse. Maintenant, il faut juste qu'ils se concrétisent. Et il faut que les investisseurs soient confiants à vouloir mettre leur argent aussi sur le marché. C'est ça aussi. Peut-être Parce après que, l'élection. mine de rien, ouais, peut-être après les élections, mais mine de rien, on rentre dans un marché qui va forcément devenir de plus en plus mature, avec des investisseurs de plus en plus intelligents, qui ont de plus en plus d'indicateurs, etc. Et forcément, même moi, par exemple, si j'arrivais avec 1 million d'euros, savoir que je vais servir de porte de liquidité à des investisseurs qui ont investi sur ces niveaux-là, ça me casserait quand même les bonbons. Donc forcément, j'y réfléchirais à 2 fois avant de les sortir. Et en fait, cette longue consolidation aussi fait en sorte que forcément, les gens ils tergiversent, ils savent pas où aller. Est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va baisser, est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va baisser. Et ça crée une incertitude incroyable. Et juste là, par contre, ce qui était bien, c'est que ce fameux pump qu'on a eu ces derniers jours a montré que les gens, ils seraient quand même, ils ont envie de les placer. Ils ont envie de les placer, mais ils attendent un peu. Ok. Mais j'aime bien. C'est que des trucs, tu vois, avec des vraies données. Tu vois, moi, je suis un mec je parle, et toi, t'arrives avec des données, là, tu me confortes dans mes idées, du truc où il faut encore attendre. Moi, j'adore, quel pur Mais plaisir. range la carte bleue. Range la carte bleue. Ouais, j'ai rangé, j'ai compris qu'il fallait que j'attende encore quelques semaines. Je suis un peu déçu, mais bon, tant pis, ça, on fera avec. Ouais. Et Wanda qui demande, ils sont où les stablecoins du coup? Bah en vrai, ils sont un peu partout, n'importe où, peu importe, Ouais. dans un wallet, C'est ça. on-chain, en lending, peu importe. Si je me trompe pas, Adrien, tu me dis si je me trompe, mais ça regarde juste la capitalisation, et en fait, peu importe où est-ce qu'ils sont à la fin de l'histoire, quoi. Yes, tu vois, regarde, en fait là, il prend tout en compte. Par exemple, en fait, tout ça là, c'est juste l'agrégat de stablecoin, tout confondu. Par contre, ils sont capables de te retracer un peu les différentes monnaies, donc le TUSD, BUSD, USDC, USDT, etc. Mince, j'ai plus d'écran. C'est pour ça que tu Toujours pas rigoles. l'écran. On n'a pas voulu. Ah ouais, je suis. Non, mais ça fait du bien de visualiser, tu vois, pour les gens qui Ah ont un ouais, peu de mal. c'est non, clair. mais je Voilà, pense- ouais. Foutais de ma gueule. Ah, c'est bon là? C'est bon, Ouais, tu le vois? ouais. Ok. Donc ça, justement, ce que je disais, c'est l'agrégat de stablecoin. Donc on voit en fait l'augmentation. Maintenant, en fait, il faut aussi mesurer que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on a forcément des niveaux plus hauts, parce qu'on voit que le précédent ATH est arrivé alors qu'on était en pleine phase baissière, juste avant FTX. Potentiellement, est-ce qu'il avait de quoi se retourner? J'en sais rien avant FTX, mais même si les signes me disaient que non. Mais en gros, c'est pas parce qu'on a beaucoup de stablecoins que forcément il y a une montée du prix. Par contre, maintenant, tu vois, en fait, les données on-chain ont été capables aussi de retracer les différents types de stablecoins. On voit le BUSD, il n'y en a plus, mais USDC, USDT, sur Ethereum, sur Tron, sur Omni aussi, etc. Et si tu veux, en fait, ils sont vraiment, comme justement l'a dit 0x Gris, ils sont vraiment sur les différentes blockchains. Et juste, ils ont été capables de les retracer. Et si tu veux, c'est comme si vous et moi, je peux avoir sur un MetaMask, sur un Rabi Wallet, etc. Je peux avoir des USDC ici, des USDT à droite, etc. Mais on arrive à les repérer. Donc ça, c'est plutôt cool pour essayer de mesurer tout ce qu'il y a sur le réseau de disponible. Ok. Très intéressant. Bah Ah, écoute, Adrien, est-ce que tu avais d'autres données? J'attends des potentielles questions du chat, mais en tout cas, avec le poulet, à chaque fois que tu viens, on a le cerveau bien rempli, c'est exceptionnel. Ouais, ça fait plaisir. Mais à chaque fois, j'oublie de prendre un verre d'eau, mais c'est vrai que ça part. Ouais, La c'est soif. pas- On va Ouais, finir pas le mal. stream assoiffé, le bonhomme. Mais du coup, Mais non, mais ça fait extrêmement plaisir. Je vois que les gens ont apprécié aussi. J'ai vu des messages, pas mal de messages passer. Donc c'est toujours très cool. Voilà, un petit point. Je sais pas c'était quand la dernière fois, il y a quelques semaines, trimestriel, un petit point. Ouais. Je sais plus c'était quand la dernière fois. My bad. parce que là, moi, je- Mais c'est tout. Oh, le temps passe. Ouais, ça passe. Le temps passe, hein, écoutez. Mais non, mais c'est vraiment cool. Et puis bah là, on a vraiment des infos qui sont ultra chaudes là pour les prochains jours, les prochaines semaines où ça va être intéressant et on va peut-être voir des choses que tu as dites là maintenant se concrétiser, pardon. Et donc ça va être très cool. Et en plus, j'espère qu'on te reverra sur la chaîne en période d'euphorie pour voir un peu comment ça se profile. Ouais, Évidemment, yes. Donc, ouais, mais évidemment, hein, enfin, juste le petit disclaimer, NFA, rien n'est parfait. Ce que je vois n'engage que moi aussi. Est-ce que peut-être que vous avez vu autre chose? Je sais qu'il y a des analystes on-chain ou autres qui voient d'autres tendances aussi. Donc, faut vraiment prendre ça avec des pincettes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu, ça fait 7 mois que ce marché il essaie de nous faire craquer. Ouais, Donc, même s'il y a beaucoup de data qui peuvent nous dire que c'est pas mal pour la suite, il y en a d'autres qui pourraient nous faire croire aussi que voilà, il y a beaucoup d'indicateurs, d'autres indicateurs que j'ai pas montrés qui pourraient nous dire non, mais ça se trouve,
si on s'en base aux données brutes et historiques, ça se peut que le top a déjà été atteint, etc., etc. Comme d'autres qui nous diront, mais non, en fait, on a juste vu une toute petite partie de ce qui peut se passer. Donc encore une fois, c'est chacun en fait lit les indicateurs comme il le souhaite et comme il a envie de l'entendre, et toujours garder cette part d'incertitude aussi, qu'on soit bullish ou bearish, que vous soyez là lors du prochain live, si par exemple on est en pleine euphorie, etc. Le but, voilà, restez vraiment prudent par rapport à ça, et s'il y a vraiment un seul indicateur que je veux vous, je crois que c'est le même que la dernière fois, mais que je veux absolument que vous utilisiez lorsque vous vous sentirez euphorique, c'est vraiment, et là je partage mon écran donc c'est beau, c'est vraiment le MVRV ratio, où à chaque fois que justement on arrive sur des sommets un peu trop lourds, généralement on est toujours sur des niveaux où on voit ce ratio qui est extrêmement élevé, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cupidité sur le marché, beaucoup d'investisseurs qui se disent qu'ils sont imbattables, qu'on ira bientôt en 2021, c'était direction les 100K, et au final vous voyez qu'on s'est arrêté bien avant, donc faites bien attention à ça. Attends, reviens juste. Et voilà. Ah, pardon. Yes, Si tu peux revenir. c'est celui-là. Alors, le fait que, tu vois, chaque pic est plus bas que les précédents, est-ce que c'est parce que, je sais pas, le Bitcoin est de plus en plus liquide, de plus en plus gros, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de traders qui utilisent de la donnée on-chain et qui se placent du coup un peu avant, comme on le fait sur front-run de APR, fou. tu vois. Hein? C'est sûr que ça front-run. C'est tellement. Ça front-run, hein? Ça paraît tellement obvious en vrai. Je sais pas, peut-être que. En fait, si tu veux, c'est la fameuse logique aussi de dire qu'on a de moins en moins de multiples qui se font sur BTC. Quand ici, tu vois, en 2016-2017, on a fait un x20 en même pas 7 mois, enfin 8 mois, 10 mois. Ici, tu vois, on a fait un x7, un x6. Ici, là, pour l'instant, on en est qu'en attends, ça fait. Je crois qu'on était en x4 depuis le bottom. Tu te dis que, en fait, si tu veux, il y a de moins en moins de profits qui sont, comment dire, ils sont peut-être plus massifs d'un coup, mais en tout cas, il y a de moins gros multiples qui sont effectués. Donc, forcément, potentiellement, on aura de moins en moins de larges profits. Même si tu veux mon avis, et ça, c'est ce qu'on va voir vite fait, hein. Ici, c'est qu'on a toujours des profits qui sont incroyables, vu que, comme vous le voyez, on avait pété l'ATH, on était à 900 milliards de profits non réalisés sur la blockchain. Évidemment, ça ne prend pas trop en compte tous les bitcoins qui ont été perdus, tous ceux qui ont été achetés lorsqu'ils valaient 100 $, etc. Ça les prend en compte. Donc, si tu veux, ça peut biaiser certaines datas. Mais on voit qu'encore aujourd'hui, on a plus de 700 milliards de profits qui sont laissés sur la blockchain. Donc, au bout d'un moment, ils seront pris. Mais ce MVRV ratio, voilà, potentiellement, il peut avoir, si tu veux, comme tu l'as dit, cette vision de plus en plus baissée. Même si, tu vois, par exemple, ici, en 2024, pour moi, on a eu vraiment un peu ce 2019. Ou alors, tu vois, regarde, typiquement, l'exemple parfait de ce que je te dis là, c'est ce sommet-là. On a fait un nouveau top pourtant. Et pourtant, le MVRV ratio était beaucoup plus bas que le top du début d'année. Pourquoi ? Parce que la majorité des gains ont été pris ici. Et ici, c'était des gains très lourds, parce que c'est des mecs qui avaient potentiellement fait même peut-être x10 s'ils ont acheté dans ces eaux-là, ou même ici, tu vois, et qui ont attendu ici pour vendre, alors qu'ici, c'est potentiellement des personnes qui ont acheté là, qui ont acheté ici, qui ont acheté là. Donc, si tu veux, l'amplitude moyenne des profits réalisés ont été forcément plus brèves, et comme il y en a eu déjà qui ont été beaucoup prises ici, forcément, le même MVRV ratio n'aurait pas montré les mêmes données que le premier sommet. C'est ce qui est extrêmement intéressant de voir. Et c'est pour ça qu'on va faire gaffe. On va essayer de repérer les mèches qui se profilent sur ces niveaux-là supérieurs à 1,5, comme on voit sur ce graphique. Mais en tout cas, comme on voit en mars, tu vois, on avait déjà une première petite surchauffe du marché. Et la preuve, hein, ça fait 7 mois qu'on fait plus rien. Donc voilà, fallait l'avoir. Énorme. Énorme. Ouais, carrément. Bah écoute, Adrien, Monsieur Crypto Sapiens, encore une présentation masterclass, hein, une note décryptée de 10 sur 10, bien entendu. Vraiment exceptionnel, et qu'on a le plaisir de te retrouver sur Discord, bien sûr, de temps en temps quand tu as le temps de poster quelques petits messages. En tout cas, voilà, peu importe où on peut te trouver, les analyses sont toujours pertinentes. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous de temps en temps. J'espère que tu apprécies toujours revenir chez nous aussi. Et en tout cas, on espère te revoir real quick pour nous timer le top, hein, bien sûr. À 100K, hein. À 100K, tu viens. Essayer. À 100K, je reviens. Ouais. Bah écoute, Adrien, un petit mot pour terminer si jamais tu as envie, et on te laissera filer. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, qu'est-ce que je peux dire? J'ai passé la charte, dans le chat privé parce que j'arrive pas à me connecter pour vous écrire en commentaire. Donc, je sais que vous allez leur partager. Et
Et puis ensuite, bah voilà, de faire attention vraiment en fonction de vos émotions dès que vous vous sentez trop bullish, etc. C'est vraiment le moment de se poser des questions. Et je vous demande, enfin, comment dire, c'est pas nécessaire d'être analyste on-chain pour savoir tout ça, mais juste avec, par exemple, un MVRV que l'on a vu, il est possible d'essayer de se dire, ok, c'est peut-être le moment où je vais me poser des questions pour sortir des gains, etc. Le but, vraiment, moi, vraiment, le rôle que j'espère avoir, en tout cas auprès de vous, c'est vraiment de vous donner les clés pour sortir gagnant de ce bull market. Je sais que moi, le tout premier que j'ai fait en 2020-21, j'ai sorti 0 profit et j'ai rien gagné du tout. Et je crois que c'est vraiment, c'est vraiment c'est pas une hantise, mais c'est vraiment un regret. Et je me dis que aujourd'hui, si déjà avec ces indicateurs-là, je peux vous donner des pistes pour savoir quand sortir des gains, je pense que j'aurais fait mon taf et ce sera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, bah, voilà, à rejoindre Decrypted. Dans tous les cas, il y aura d'autres lives par rapport à ça. Et puis bah, le but, ce sera essayer de timer le top. Enfin, timer, c'est impossible, mais de prendre des profits tout au long de la hausse. TP. Voilà, de TP. Vous l'avez entendu, les gars. Adrien va timer le top dans les prochains mois. Adrien, Adrien, merci beaucoup pour la présentation. Chacun interprète tes paroles comme il veut. Moi, je dis que Adrien va timer le top, les baisses, tout ce qui vient dans le futur. Bullish sur Adrien. Voilà, ça fait extrêmement plaisir en tout cas. Exactement. Mais écoute, Adrien, merci pour ta venue. Ça a fait kiffer les gens comme d'habitude, et j'espère. La rediff sur YouTube pour tous ceux qui ont écouté une partie du live et qui voudront réécouter, bien sûr, dans les prochains jours. Adrien, merci beaucoup pour ta venue. C'était très très cool. Profite de la fin de ton week-end et puis on se capte très très vite. Ah bah là je vais aller me coucher, il est déjà minuit 20 pour moi, donc ouais. Ah oui, c'est vrai. Voilà, pouf. Bah merci. C'est décalage horaire, ça va. Et moi je suis pas comme 0x Grid, je me couche pas à 3h du mat, donc je ne peux pas. Je vois pas de... C'est ça qu'il a dit. J'ai pas la ref, je vois pas de quoi vous parlez. Bah écoute Adrien, ciao. Allez, bonne soirée. Bon fin de live à tous, je vais y arriver. À plus. Merci, ciao.